Chaque après-midi, à exactement 15h15, le vieux berger allemand, au flanc creusé, apparaissait devant la baie vitrée de la famille Hollander. Madison Blake, depuis son jardin voisin, avait remarqué ce rituel étrange. Le chien restait immobile, parfaitement droit, les yeux fixés sur la petite Sophie, qui jouait silencieusement à l'intérieur. Sa fourrure était terne, sale, par endroits clairsemée. Ses côtes assaillaient sous la peau et pourtant, une forme de noblesse restait accrochée à sa posture, comme un souvenir d'une vie autrefois digne. Madison plissait les yeux, sa main gantée, suspendue en l'air au-dessus de ses sécateurs rouillés. À travers le carreau, elle voyait Caroline Hollander, la tante de Sophie, tapoter doucement la vitre, le visage inquiet. Mais le chien ne réagissait jamais. Il se contentait d'observer. Pendant plusieurs semaines, Madison assista à cette étrange chorégraphie muette sans rien dire, jusqu'au jour où elle vit quelque chose qui lui fit lâcher son sécateur. Ce jour-là, le chien n'était pas venu les crocs vides. Il avait déposé quelque chose au seuil de la porte, un vieux lapin en peluche, crotté, une oreille manquante. Il avait délicatement posé le jouet contre la vitre, puis s'était rassis, son regard rivé sur l'enfant. La main de Madison se porta instinctivement à sa bouche. « Mon Dieu, ce n'est pas un chien errant comme les autres », murmura-t-elle. « Laissez un j'aime et dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires, en précisant la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, poursuivons l'histoire. » Sophie Weston avait été autrefois le centre lumineux d'un monde parfait. À 3 ans, c'était une boule d'énergie, de rires et de boucles blondes, l'enfant chéri de Jennifer et Nathan Weston. Leur maison de banlieue près de Savannah résonnait du bruit de ses pas précipités sur le parquet, toujours suivi par le cliquetis familier des griffes d'un berger allemand du nom de Max. Le chien avait été offert par Nathan à sa femme quelques mois après leur mariage, mais depuis le retour de la maternité avec leur fille, Max n'avait plus quitté l'enfant. Il s'était auto-désigné son gardien, son ombre fidèle, puis tout s'était effondré. Un virage glissant, un dimanche pluvieux, un dérapage sur l'autoroute I-97. Le SUV des Weston avait dérapé, basculé 3 fois, avant de finir retourné dans un fossé. Jennifer et Nathan étaient de mort sur le coup. Sophie, attachée dans son siège enfant à l'arrière, avait miraculeusement survécu, mais elle portait les traces invisibles du traumatisme. Une lésion cérébrale traumatique qui avait balayé ses souvenirs comme la mer efface les traces sur le sable. Max était là, lui aussi. Les secours l'avaient retrouvé à une 30aine de mètres du véhicule. La patte brisée, des côtes fracturées, mais le regard brûlant d'une volonté indomptable. Des témoins rapportèrent qu'il avait rampé, hurlant, vers l'épave, refusant de bouger tant que les sauveteurs n'avaient pas extrait la petite fille. C'est lui qui avait attiré l'attention sur l'enfant. Depuis, Sophie vivait chez sa tante Caroline et son oncle Ryan dans une maison coloniale proprette aux volets bleu pâle, dans une petite ville appelée Winslow Pines. Caroline, la sœur cadette de Jennifer, avait transformé leur chambre d'amis en une nurserie étoilée, garnie d'animaux en peluche soigneusement rangés. Ryan avait installé une balançoire dans le jardin. Ils faisaient de leur mieux, mais Sophie n'était plus la même. Les médecins avaient expliqué que la lésion cérébrale avait affecté sa parole et sa mémoire. Peut-être qu'elle ne se souviendrait jamais de sa vie d'avant. Mais elle peut créer de nouveaux repères, de nouveaux liens, leur avait dit la docteure Evelyn Summers en pesant chaque mot. Ce que Caroline et Ryan ignoraient, c'est que Max, lui, n'avait rien oublié. Il se souvenait de tout, chaque rire, chaque jeu de balle dans le jardin, chaque nuit blottie au pied du lit de la petite. Mais surtout, il se souvenait de ce qui s'était passé avant le choc. Du regard inquiet de Nathan dans le rétroviseur, de cette voiture noire, étrange, qui les avait suivis pendant des kilomètres, du hurlement des pneus, du coup de feu, du chaos. Madison Blake, depuis son petit pavillon de briques, suivait tout ça. À 78 ans, veuve et ancienne infirmière en maternité, elle savait reconnaître l'instinct profond de protection. Et ce chien n'était pas juste un spectateur silencieux. Il attendait. La première fois que Caroline Hollander remarqua vraiment le chien, c'était un après-midi d'été, lorsqu'un orage soudain s'abattit sur la ville. Des trompes d'eau inondèrent le jardin, le tonnerre fit vibrer les vitres. Sophie, absorbée par ces cubes en plastique, ne réagit même pas. Mais dehors, un hurlement s'éleva, lugubre, déchirant. Caroline se précipita à la fenêtre. « Ryan, il est là encore, ce chien !» Ryan s'approche, tasse de café en main. Le berger allemand était là, trempé jusqu'aux os, hurlant à la mort comme si son cœur était en miettes. « Le pauvre, il doit être terrifié par l'orage », murmura Ryan. « On pourrait peut-être le faire entrer le temps que ça passe ?»
Caroline secoua la tête avec nervosité. On ne sait rien de ce chien, il pourrait être malade, dangereux. Et s'il mordait Sophie? Ryan haussa les épaules. Il n'a jamais montré le moindre signe d'agressivité. Il est juste là, il regarde. Mais Caroline n'était pas convaincue. Pas de chien errant dans la maison, c'est non négociable. Le lendemain matin, Ryan découvrit que l'animal avait passé la nuit sous le porche arrière. Une petite cuvette dans la terre montrait où il avait tenté de rester au sec. « Je vais appeler la fourrière », déclara Caroline en versant les céréales dans le bol de Sophie, qui, au lieu de manger, alignait les morceaux un par un. « Ce chien a besoin de soins, et nous de tranquillité. »« Attends », répondit Ryan en s'agenouillant près du porche. Il venait de remarquer quelque chose, à moitié enfoui sous la terre. Il tira doucement un collier en cuir, la médaille d'identification couverte de boue séchée. Il la rinça au jet, puis son visage changea. « Caroline, tu dois voir ça. » Gravé sur la médaille, Max Weston, avec un numéro désormais déconnecté. Elle devint pâle. « Weston, comme Jennifer et Nathan ?» Avant qu'il n'ait eu le temps d'en dire plus, Sophie s'était approchée, attirée par la vitre. Sa petite main s'était posée contre le verre. De l'autre côté, le chien se tenait immobile, ses yeux plongés dans les siens. « Chien !» dit-elle doucement. C'était l'un des rares mots qu'elle avait prononcés depuis des mois. 1 heure plus tard, la fourrière arriva. L'agent en charge, un homme rondouillard aux cheveux grisonnants prénommé Hal, écouta attentivement les explications de Ryan. Il examina la médaille, puis hocha la tête lentement. « Eh bien, ça explique bien des choses, dit-il. On a récupéré ce chien près d'un très sale accident sur l'I-97 l'an dernier. J'avais jamais vu un chien vivant dans un tel état. Poumons perforés, hémorragie interne, côte fracturée. Le vétérinaire voulait l'euthanasier, mais il refusait d'abandonner. Vous voulez dire que... » « Ce chien était avec la famille Weston ?» demanda Caroline, la gorge soudain sèche. Hal hocha lentement la tête, son regard s'attardant sur le collier. « Oui, madame. D'après le rapport, il a été retrouvé blessé, mais pas abattu. Et après des mois de soins intensifs, il a disparu. On pensait qu'il s'était enfui, peut-être parti mourir quelque part. Mais on n'a jamais imaginé qu'il chercherait à retrouver la petite fille. » Ryan fronça les sourcils. « Comment ? On est à 30 km de l'endroit où vivaient Nathan et Jennifer. Comment ce chien aurait-il pu la retrouver ?» Hal prit un ton plus bas, presque comme s'il livrait un secret. Les chiens comme celui-là, surtout les bergers allemands, ils ont des capacités qu'on n'explique pas toujours. J'en ai vu des histoires, des loyautés qui défient la logique. Pendant que les adultes parlaient, Sophie s'était discrètement approchée de la vitre. Max était là, comme chaque jour, mais cette fois, il remua légèrement la queue, un unique battement, timide. Sophie leva la main en retour, comme si un fil invisible les liait tous les deux. Ce soir-là, après avoir couché Sophie, Caroline sortit un vieux album photo qu'elle avait ramené de la maison des Weston. Elle n'avait jamais eu le courage de l'ouvrir depuis l'accident. Mais quelque chose ce soir l'y poussait. Elle tourna lentement les pages jusqu'à tomber sur une image qui la figea. Sophie bébé, dans les bras de Jennifer, et au fond, assis, alerte, un berger allemand. Ce même regard, ce même port de tête, maximum. Dans une autre photo, Nathan tenait la petite dans ses bras, tandis que Max était assis à ses pieds, le regard tourné vers l'enfant avec une adoration presque humaine. « C'était leur chien », murmura Caroline, les yeux embués. « Leur chien de famille. » Ryan vint poser une main sur son épaule. « Il est le seul lien vivant qu'elle a encore avec eux. » Caroline referma l'album, son côté pragmatique reprenant le dessus. « Ça ne change rien, on ne peut pas garder un chien errant, pas avec sa taille, pas avec ses antécédents. Et s'il devenait agressif ? Et s'il était exactement ce qu'elle attend depuis des mois ?» répliqua Ryan plus doucement. « Et s'il était la clé ? La pluie reprit cette nuit-là. » Sous le porche, Max s'était à nouveau roulé en boule, son museau orienté vers la maison, comme chaque nuit, veillant sur les derniers chauds morceaux de son ancienne meute. Malgré les réticences de Caroline, Hal ne repartit pas avec Max ce jour-là. Il passa quelques appels, confirma l'identité du chien et son lien avec la famille Weston. Puis, d'un ton empli de cette sagesse propre aux hommes qui ont vu trop de choses étranges, il ajouta « Parfois, le destin a ses raisons. Il vaut mieux y réfléchir encore quelques jours. » Mais 3 jours plus tard, après que Max ait grogné en direction du facteur, Caroline en eut assez. Elle rappela la fourrière. Cette fois, ils vinrent avec une cage de transport et une perche d'immobilisation. « Je suis désolée, dit-elle à Ryan, qui assistait à la scène mal à l'aise. C'est trop risqué avec Sophie. » L'enfant dormait durant l'enlèvement. Mais quand elle se réveilla,
Elle se précipita, comme chaque après-midi, vers la baie vitrée et trouva le jardin vide. Pas de Max, pas de présence, juste un silence pesant. Pendant 1 heure, elle resta là, la main posée contre le verre, à attendre. Cette nuit-là, Ryan ne parvint pas à trouver le sommeil. L'image de Max emmenait sans résistance, le regard tourné une dernière fois vers la maison, le hantait. Il la connaissait, Caroline, dit-il doucement. Malgré l'amnésie, elle l'a reconnue, elle aussi. On ne peut pas en être sûr. Caroline essayait de se convaincre, mais le doute s'insinuait déjà dans sa voix. Et si une partie d'elle s'en souvenait? Et si ce chien pouvait l'aider à retrouver ce qui a été perdu? Aucune réponse. Leur discussion s'éteignit comme tant d'autres, suspendue entre la prudence de Caroline et l'intuition de Ryan. Le lendemain matin, Madison Blake frappa à leur porte avec un panier de muffins et une expression grave sur le visage. « Ce pauvre animal était devant ma porte ce matin », annonça-t-elle sans attendre qu'on l'invite à entrer. Plus maigre que jamais, il boite du côté gauche. « Il s'est échappé ?» demanda Ryan, surpris. « Il a escaladé une clôture de près de 2 mètres, d'après la fourrière. Ils m'ont dit de ne pas le ramener. Ils savent qu'il reviendra ici. Parce que les animaux savent. Ils savent où est de leur place. Et ce chien appartient à cette maison. » Caroline se sentit piégée. « Madison, on ne peut pas juste... » Mais la vieille femme l'interrompit. Il n'y avait plus trace de douceur dans sa voix. « Je vais avoir 80 ans en octobre, jeune fille. Et je sais reconnaître la dévotion quand je la vois. Ce chien n'est pas dangereux. Il est en mission. » Comme s'il répondait à l'appel de leur conversation, un bruit se fit entendre à l'arrière, un grattement faible, régulier. Sophie, jusque-là silencieuse à table, se redressa, ses yeux s'éclairant. « Chien !» murmura-t-elle en descendant de sa chaise. Ryan ouvrit la porte, Max était là, haletant. Son pelage était couvert de boue, mais dans sa gueule, il tenait un petit soulier rose à paillettes. Caroline pâlit. « C'est celui de Sophie, celui de l'accident. » Il déposa délicatement la chaussure devant l'enfant, puis s'assit, calme, les yeux scrutant les visages. « Il lui ramène ses affaires ?» souffla Madison, la voix brisée. Sophie ramassa le soulier, le tourna dans ses petites mains. Quelque chose, un éclat, traversa son visage. Une ombre confuse, un instant suspendu, comme une lumière vacillante. Mais cet instant fut interrompu par l'arrivée d'une berline noire dans l'allée. Un homme grand, en costume sombre, en sortit, une mallette à la main. « C'est Gregory Dalton », expliqua Caroline à Madison, la voix crispée. « L'ancien associé de Nathan ? Il gère le fonds de Sophie, les affaires juridiques. » Max réagit instantanément. Son deu se hérissa, un grondement sourd montant de sa gorge. Il se plaça entre Sophie et l'homme. « Max, non !» dit Caroline d'un ton sec, s'approchant pour attraper le chien par le collier. Mais Ryan lui retint doucement le bras. « Attends, regarde-le !» Max ne bondissait pas. Il n'aboyait même pas. Mais il était tendu, chaque muscle de son corps prêt à l'action. Ses yeux restaient rivés sur Gregory Dalton, et ce n'était pas de la peur qu'ils exprimaient. C'était autre chose, une reconnaissance ancienne, une certitude froide. Dalton s'arrêta à mi-distance. Un éclair traversa brièvement son visage. De la peur, de la panique, impossible à dire. Puis son masque se remit en place. Un sourire cordial, professionnel. « Je vois que vous avez adopté un chien ?» dit-il en gardant ses distances. « Je ne savais pas que vous aimiez les animaux. »« Ce n'est pas n'importe quel chien, » répondit Ryan, le regard aiguisé. « Il appartenait à Nathan et Jennifer. Il a survécu à l'accident et a retrouvé Sophie. » Le sourire de Dalton se crispa à peine. « Quelle coïncidence inattendue !» Il brandit sa mallette. « Je viens vous faire signer les dernières formalités concernant la succession et le fonds de Sophie. Ce ne sera pas long. Peut-on en discuter à l'intérieur ? Sans le chien, si possible. » Ryan accepta de le faire entrer, mais il garda Max à l'œil. Caroline, quant à elle, resta dehors, près de Madison et de Sophie. Le chien s'était assis, mais il ne relâchait pas sa vigilance. Il fixait la porte par laquelle Dalton venait d'entrer comme s'il attendait ou craignait. « Ce chien n'aime pas cet homme, » dit Madison d'un ton sans appel. Et croyez-moi, les chiens sentent ce que les gens cachent mieux que n'importe quel avocat ou médecin. Plus tard, dans l'après-midi, une autre voiture s'arrêta devant la maison. C'était l'inspecteur Elijah Carter, un visage que Caroline et Ryan connaissaient bien. Il avait été en charge de l'enquête après l'accident. Un homme sérieux, posé et ayant toujours hanté, à sa façon. « Je suis venu parce que j'ai entendu dire que vous aviez retrouvé le chien des Weston, » dit-il en acceptant une tasse de café que Caroline lui tendait. « Ce genre d'informations circule vite. Il nous a trouvés en fait, » rectifia Ryan. Il s'est échappé du refuge et a traversé la moitié du comté pour revenir ici. L'expression de Carter se durcit. «
Du refuge sur Montclair Avenue? Celui avec la clôture de 2 mètres et les portes verrouillées? Ryan hocha la tête. Oui, celui-là. Un silence suivit. Intéressant, y murmura l'inspecteur en frottant sa tempe. Très intéressant. Écoutez, je ne veux pas vous alarmer, mais l'enquête sur l'accident de votre sœur n'a jamais vraiment été refermée. Caroline se redressa. Comment ça? On nous a dit que c'était un accident. Pluie. Mauvaise visibilité. Carter posa sa tasse. C'est ce qui a été déclaré officiellement. Mais il y avait des éléments dans les preuves matérielles qui m'ont toujours paru étranges. Les freins du véhicule avaient des marques. Pas des marques d'usure. Des signes possibles de sabotage. Sabotage? La voix de Ryan s'était abaissée à un murmure tendu. Vous voulez dire qu'on aurait saboté les freins? Carter hocha la tête. Je n'ai jamais pu le prouver. Pas assez solide pour rouvrir l'enquête. Mais je n'ai jamais été totalement convaincu que ce soit un simple accident. Il jeta un coup d'œil vers le jardin où Max s'était couché à l'ombre, les yeux tournés vers la maison, toujours. Et maintenant, ce chien réapparaît, après tout ce temps. Quel rapport avec Max? Demanda Caroline. Carter la fixa avec gravité. Les animaux n'oublient pas. Parfois, ce sont les seuls témoins silencieux que nous avons. La conversation les laissa chambouler. L'idée que la mort de Jennifer et Nathan puisse ne pas être un simple accident bouleversait tout. Mais en même temps, rien ne changeait. Sophie avait encore besoin de soins. La vie continuait, lourde de responsabilités. Et Max était toujours là, chaque jour, à la même heure, posté devant la baie vitrée. Face à cette routine étrange devenue presque normale, Caroline finit par céder. Avec une réticence non dissimulée, elle autorisa Max à rester, mais sous certaines conditions strictes. Il dormirait dehors, dans un abri que Ryan construirait. Il ne serait jamais seul avec Sophie, et au moindre signe d'agressivité, il serait reconduit immédiatement à la fourrière. Un soir, alors qu'il regardait Max allongé dans l'herbe depuis la fenêtre de la cuisine, Ryan dit « Je ne comprends pas pourquoi tu es encore si méfiante. Il n'a jamais montré le moindre signe de danger. Il est doux, attentif. » Caroline croisa les bras. « Ce n'est pas aussi simple que ça. Chaque fois que je le regarde, je pense à Jennifer, à Nathan, à ce qu'on a perdu. Et j'ai peur, Ryan, peur de perdre Sophie aussi. » Il passa un bras autour de ses épaules. Max les a perdus, lui aussi. Et d'une certaine manière, il a réussi à retrouver la seule chose qui lui restait. Le lendemain matin, un cri de Caroline retentit dans la maison. Sophie avait disparu de son lit. Ils la trouvèrent de quelques minutes plus tard dans le jardin, blottie contre Max, profondément endormie. Elle avait réussi à déverrouiller la porte vitrée et était sortie pendant la nuit. Ryan resta silencieux, debout à côté de l'abri. Caroline s'agenouilla, le cœur battant à tout rompre. Elle a commencé à marcher dans son sommeil, murmura-t-elle, bouleversée. La docteure Summers nous avait prévenu que ça pourrait arriver, que son cerveau commencerait à traiter les traumatismes. Ryan ne répondit pas. Il se contenta de désigner la scène d'un geste. Max entourait la fillette de son corps, protecteur jusque dans son sommeil, son museau reposé sur l'épaule de l'enfant, prêt à se redresser au moindre danger. Ce matin-là, quelque chose se fissura dans la carapace de Caroline. Elle n'ouvrit pas son cœur en grand, mais une première fêlure s'était faite. Et par là, un filet de lumière était passé. Malgré sa prudence tenace, Caroline ne pouvait ignorer les changements subtils chez Sophie. Depuis que Max avait été autorisé à rester, même sous surveillance, la petite fille semblait différente. Pas guérie, non, mais plus présente. Elle prononçait davantage de mots, portait un regard plus curieux sur le monde. Par moments, son attention s'attardait plus longtemps sur les objets. Elle souriait parfois en effleurant ses anciens jouets. Et puis Max avait commencé à rapporter des choses. Pas n'importe quoi, des objets liés à l'ancienne vie de Sophie. Après la chaussure à paillettes, ce fut une peluche, un petit éléphant gris, avec une oreille mordillée. Ensuite, un vieux livre d'images, sa couverture cornée et les coins rongés. Puis un ruban bleu pour cheveux, délavé mais reconnaissable. D'où il sort tout ça? S'étonna Caroline un après-midi, en voyant Sophie tourner l'éléphant entre ses doigts, concentrée comme si elle sentait quelque chose d'important. Ryan haussa les épaules. Peut-être l'ancienne maison, elle est à quelques kilomètres d'ici. Les nouveaux propriétaires ont pu jeter ses affaires et il les a retrouvées. Ou bien, intervint Madison Blake, tranquillement assise à la table de la cuisine, un thé fumant entre les mains. Ou bien il les a gardés tout ce temps. Les chiens enterrent ce qui est précieux. Ils se souviennent. Chaque objet semblait déclencher chez Sophie une sorte d'écho. Pas un souvenir clair, mais une impression, une lueur, comme si son corps se souvenait de ce que son esprit avait perdu.
Un jour, alors que Sophie faisait la sieste, Caroline se retrouva assise sur les marches de la terrasse, observant Max. Le chien s'était allongé sous un rayon de soleil, ses flancs s'élevant doucement au rythme de sa respiration. Il allait mieux. Son pelage reprenait peu à peu de la brillance. Ses côtes saillantes n'étaient plus visibles, mais les cicatrices demeuraient bien visibles. Une longue marque sur son flanc gauche, un bout d'oreille manquant. Caroline le regarda longuement, puis, sans vraiment réfléchir, elle murmura « Tu as essayé de les sauver, n'est-ce pas ?» Max tourna la tête vers elle, ses yeux sombres fixant les siens. Il ne bougea pas, mais quelque chose dans son regard répondit. Une douleur calme, une loyauté intacte. « Je suis désolé de ne pas t'avoir fait confiance. » Sa voix trembla légèrement. « J'avais peur de tout perdre. Peur de la perdre, elle aussi. » Max se leva lentement. Il s'approche à pas mesurés. Caroline hésita, puis tendit la main. Le chien la renifla, puis posa doucement sa tête contre sa paume. C'était une offrande silencieuse, une trêve. Ce même jour, la docteure Evelyn Summers rendit visite à domicile pour faire un point sur les progrès de Sophie. Neurologue spécialisée dans les traumas infantiles, elle suivait le cas de la petite depuis les premiers jours. Son langage s'améliore clairement, nota-t-elle en observant Sophie empiler des blocs avec précision. Et ses capacités motrices fines aussi, c'est encourageant. Ryan, assis à côté d'elle, fit un geste vers la baie vitrée où Max reposait. On pense que sa présence y est pour quelque chose. Elle réagit différemment quand il est là. Elle est plus connectée. La docteure Summers observa le chien à travers la vitre. Cela ne m'étonnerait pas. Il existe de nombreuses études sur les effets positifs des animaux sur les patients traumatisés, chez les enfants surtout. Ils apportent une stabilité émotionnelle, une sécurité instinctive. Pour une enfant souffrant d'amnésie, un animal familier peut servir de pont entre l'avant et l'après. Vous voulez dire que son cerveau peut se souvenir de lui, même si elle ne se souvient pas consciemment ? Demanda Caroline. Exactement. Le cerveau ne fonctionne pas uniquement par souvenirs explicites. Il existe des mémoires émotionnelles, sensorielles, procédurales. Certaines peuvent survivre à une lésion. Alors qu'il parlait, une voiture s'arrêta dans l'allée. C'était Elijah Carter. Depuis sa visite précédente, il n'avait pas cessé de creuser. Il tenait maintenant à leur faire part d'une découverte. « Je n'espère pas vous déranger, dit-il en entrant, mais j'ai trouvé quelque chose que vous devriez savoir. » Il s'installa dans le salon, accepta le café de Caroline et sortit un dossier usé de sa sacoche. « J'ai creusé un peu du côté du travail de Nathan chez Crestmont Capital. Il était responsable de la conformité, n'est-ce pas ?» Ryan acquiesça. Oui, il passait beaucoup de temps au bureau ces dernières semaines. Jennifer disait qu'il était sur une affaire sensible. Et effectivement, Carter feuilleta quelques documents. Selon un ancien collègue, Nathan avait découvert des irrégularités majeures, des fonds qui transitaient par des comptes offshore, des sommes énormes. Caroline sentit un frisson lui glacer la nuque. « Vous voulez dire qu'il a été tué à cause de ça ?» L'inspecteur hocha lentement la tête. « Je ne peux pas l'affirmer encore, mais la chronologie est troublante. Nathan avait prévu un rendez-vous avec l'ASUS le lundi suivant l'accident. Et vous savez qui apparaissait dans ses rapports ? » Il marqua une pause. Gregory Dalton. Un silence glacé tomba dans la pièce. « Il vient ici tout le temps, » murmura Caroline. « Il gère les papiers, les comptes de Sophie. Il a même aidé à débloquer des fonds pour ses soins. »« Justement, » dit Carter. « Il avait besoin de surveiller ce qui restait, y compris Sophie. Car si Nathan a sécurisé certains fichiers, et qu'ils n'ont pas tous été détruits, c'est la fille qui héritera de ces preuves. » À ce moment précis, Max se mit à aboyer. Pas comme d'habitude, pas un appel ou une alerte, un aboiement dur, soutenu, comme un avertissement. Ils se tournèrent envers la vitre. La voiture de Dalton venait de s'engager dans l'allée. La voiture noire s'immobilisa lentement devant la maison, ses vitres teintées réfléchissant les derniers rayons du soleil. À l'intérieur, Dalton restait figé quelques instants, sa main crispée sur le volant. Max, posté juste devant la baie vitrée, grognait bas, chaque muscle de son corps tendu comme une corde d'arc. Il n'y avait plus de doute dans son attitude. Ce n'était pas un simple inconfort, c'était de l'instinct pur, de la reconnaissance, une menace identifiée. « Je vais lui parler » déclara Ryan en se levant. Elijah Carter posa une main sur son bras. « Attendez, il ne sait pas encore que nous avons rouvert l'enquête. Laissez-moi le confronter discrètement. Je veux voir sa réaction. » Caroline observait la scène avec une tension grandissante. Sophie, blottie sur le canapé avec sa peluche en forme d'éléphant, fixait Max comme si elle sentait l'agitation de son protecteur.
Dalton finit par sortir de sa voiture, son costume impeccable, son sourire soigneusement plaqué sur le visage. Il portait une chemise bleu clair, un attaché-case en cuir vieilli à la main. Tout chez lui respirait la maîtrise et la façade. « Je passais dans le coin », lança-t-il d'un ton léger en montant les marches du perron. « Je voulais juste m'assurer que tout allait bien et voir si vous aviez réfléchi à la proposition concernant la vente du terrain secondaire. » Caroline le reçut sur le pas de la porte sans l'inviter à entrer. « Nous n'avons pas pris de décision. Et pour être franche, nous n'avons pas envie de vendre quoi que ce soit. » Dalton esquissa un sourire plus serré. « Je comprends. Mais les taxes augmentent et la charge de gestion d'un bien secondaire peut vite devenir un fardeau. » À ce moment, l'inspecteur Carter fit un pas en avant. « Monsieur Dalton, je suis l'inspecteur Elijah Carter. Nous nous sommes croisés brièvement il y a quelques mois. Je mène une révision de l'enquête sur l'accident des Weston. » Dalton se figea un instant puis reprit aussitôt contenance. « Ah, je croyais que le dossier était clos. En effet. Mais de nouveaux éléments nous ont poussés à revisiter certains aspects. Et votre nom est apparu dans les notes de Nathan Weston concernant des irrégularités financières chez Crestmont Capital. Vous confirmez avoir travaillé avec lui ? » Un petit tressaillement au coin de l'œil de Dalton. « Oui, bien sûr, Nathan était un collègue estimé. Mais je ne vois pas ce que ces documents pourraient impliquer. Je n'ai jamais eu accès aux comptes qu'il gérait. » Carter observe chaque mouvement de son visage. Pourtant, il avait noté plusieurs transactions où votre signature apparaissait indirectement. Dalton rit doucement, un rire creux. « C'est une coïncidence ? Je suis certain que vous trouverez une explication rationnelle. » Il fit un pas en arrière. « Maintenant, si vous me le permettez, je suis très occupé, et je pense qu'il est préférable que les avocats de la Fondation prennent le relais. » Il tourna les talons, remonta dans sa voiture et démarra sans un mot de plus. L'air s'était soudain alourdi, comme après un orage. « Il a peur, déclara Carter en regardant la voiture disparaître dans la rue. Mais il est prudent. Trop prudent. Et s'il cherchait à faire du mal à Sophie, demanda Caroline, la gorge serrée. Carter se tourna vers elle. Il n'en a plus besoin tant qu'elle ne parle pas, mais s'il découvre qu'elle récupère la mémoire... Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Max s'était couché au pied de Sophie, mais ses oreilles étaient toujours dressées, en alerte. Il ne dormait jamais vraiment. Pas depuis que Dalton avait franchi leur seuil la première fois. 2 jours plus tard, Madison frappa de nouveau à la porte essoufflée. Elle portait une enveloppe Kraft dans la main, froissée et sale. « Vous devez voir ça, dit-elle d'une voix étranglée. Je l'ai trouvé ce matin sous mes géraniums. C'est Max qui l'a déterré. À l'intérieur de l'enveloppe, une clé USB, accompagnée d'une note rédigée à la main, tremblante mais identifiable. Pour Sophie, à ouvrir seulement quand elle sera prête. Signé Nathan Weston. » Ryan s'assit lentement, la clé posée dans sa paume. Il avait tout prévu. Il a dû planquer ça dans le jardin, peut-être même avant l'accident. Et Max l'a retrouvé. Carter revint ce soir-là avec son ordinateur portable. Il inséra la clé et l'écran s'illumina, des dossiers, des relevés, des captures d'écran de courriel et surtout une vidéo. Nathan y apparaissait, les traits tirés, visiblement nerveux. Il parlait à la caméra, la voix grave. « Si vous regardez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé. Je sais que ce que j'ai découvert chez Crestmont est dangereux. J'ai laissé des preuves. Sophie, ma petite, je t'aime plus que tout. Max veillera sur toi. Il est plus que ton chien. Il est ta mémoire vivante. » Caroline détourna le regard, les yeux embués. Ryan, lui, fixait l'écran, le cœur serré. Max s'était approché, comme s'il reconnaissait la voix de son maître. Il posa doucement sa tête sur le genou de Sophie. Et puis, soudainement, la fillette leva les yeux. Elle fixait l'écran, les lèvres entr'ouvertes. Puis elle murmura quelque chose, un mot. « Papa », un murmure. Mais pour Caroline, ce fut comme un coup de tonnerre dans le silence. « Elle s'en souvient », souffla Madison. Max se redressa d'un bond, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. Quelque chose venait de changer. Le mot avait été à peine audible, mais il avait frappé l'air comme une détonation silencieuse. « Papa !» Caroline n'osa pas y croire. Elle se retourna vers Sophie comme si elle avait mal compris. Mais la petite fille répétait ce mot, plus distinctement cette fois, en regardant fixement l'écran où le visage de Nathan figé avait disparu. Max, lui, s'était mis à remuer la queue, lentement. Il se rapprocha davantage de Sophie, posa son museau contre sa main, comme pour l'ancrer dans le présent, comme pour dire « Oui, c'est bien lui. Tu n'as pas rêvé ?» Ryan se pencha. « Tu te souviens de lui ?» Sophie hocha la tête très lentement. Ses yeux s'embuèrent. Puis elle tendit les bras vers Max et enfouit son visage dans son pelage.
Ce soir-là, personne ne parla beaucoup, même Madison resta silencieuse plus longtemps qu'à son habitude. Mais chacun sentait que quelque chose s'était enclenché. Une digue avait cédé. Et maintenant que le flot des souvenirs avait commencé, nul ne savait jusqu'où il irait. Plus tard dans la nuit, Caroline ne parvenait pas à dormir. Elle descendit dans le salon, encore en pyjama, et trouva Max couché contre le canapé. Il releva à peine la tête quand elle s'approcha, comme s'il avait déjà perçu sa présence avant même qu'elle ne descende. Elle s'assit près de lui, les jambes croisées, et soupira. « Je ne sais pas comment tu as fait, dit-elle à voix basse, mais tu es en train de la ramener, de nous ramener. » Max cligna des yeux lentement, comme une réponse. Caroline tendit la main, caressa le sommet de sa tête, et pour la première fois depuis son arrivée, Max se laissa aller, posant sa tête sur ses genoux, pendant qu'elle restait là, à moitié endormie contre lui. Un autre visiteur bien moins bienvenu pénétrait dans la nuit. Il était près de minuit quand la caméra de sécurité de l'entrée capta un mouvement furtif. Une silhouette sombre, capuche rabattue, gantée. Elle s'approcha de la boîte aux lettres, l'ouvrit sans bruit. Y glissa quelque chose, puis disparut aussitôt par le sentier boisé, derrière la maison. Le lendemain matin, Caroline trouva une enveloppe sans timbre, ni adresse, juste son nom écrit à la main, Caroline Weston. À l'intérieur, une photo imprimée. Sophie jouant dans le jardin, la date de la veille en bas à droite. Caroline pâlit. Elle appela immédiatement Ryan et Carter. Quelqu'un l'a prise en photo hier, ici, depuis la clôture. Car Carter examina la photo, puis la caméra de surveillance. Il retrouva l'image du suspect, mais la qualité était médiocre, aucun visage visible. Juste une démarche rapide, discrète, et des gants. « Ce n'est pas une menace directe, déclara-t-il, mais c'est un avertissement. On veut vous rappeler qu'on vous observe, qu'elle est observée. »« Dalton, dit Ryan aussitôt, c'est forcément lui. Il se sent acculé. » Carter hocha la tête. « Je vais renforcer la surveillance. Mais surtout, ne la laissez jamais seule. Pas une seconde. » Cette nuit-là, Ryan installa une alarme supplémentaire et vérifia toutes les serrures. Mais au fond de lui, il savait que leur sécurité ne tenait plus qu'à une seule chose, maximum. Et Max savait. Il tournait sans cesse autour de la maison, les sens en alerte. Il dormait par bribes, les oreilles adressées. Il ne quittait plus Sophie d'une semelle. 2 jours plus tard, alors que Caroline préparait le petit déjeuner, Sophie s'arrêta brusquement devant le miroir du couloir. Elle le fixa longuement, comme si elle y voyait quelque chose d'autre que son reflet. Puis elle dit, presque en chuchotant, « Le jour de l'accident, j'étais à l'arrière. » Caroline la rejoignit, bouleversée. « Quoi ? Tu t'en souviens ?» Sophie hocha la tête. « Max était à côté de moi. Et il a aboyé très fort. Puis j'ai vu de la fumée et une voiture noire, derrière, très près. » Caroline sentit le sol vaciller sous ses pieds. Une voiture noire, elle ne se rappelait pas que cela ait été mentionné dans les rapports. Carter revint le soir même avec l'enregistrement de l'appel d'urgence reçu par un routier le jour de l'accident. Il avait vu une voiture noire dépasser dangereusement celle des Weston juste avant le virage. Ce détail n'a jamais été pris en compte, expliqua Carter, le regard sombre. Le témoin a été négligé, son témoignage classé comme non pertinent. Mais avec la description de Sophie, ça change tout. « Une Mercedes noire », murmura Ryan. Dalton en conduisait une. Carter acquiesça. « Je vais obtenir un mandat pour fouiller ses comptes et ses déplacements ce jour-là. Si on retrouve une preuve de sa présence sur cette route, on pourra enfin relancer une procédure officielle. » Mais Dalton, lui, avait déjà compris que le temps jouait contre lui. Et il n'avait pas l'intention de se laisser coincer. Le lendemain matin, alors que Caroline déposait Sophie à sa séance de thérapie sensorielle, elle remarqua une voiture noire garée à l'autre bout du parking. Moteur allumé, vitres teintées, pas de conducteur visible. Max, assis sur la banquette arrière du SUV, grogna immédiatement, comme mu par une alarme intérieure. Elle tenta de se rassurer, de se convaincre qu'il s'agissait d'une coïncidence. Mais en repartant, la voiture noire la suivit sur 3 intersections avant de brusquement bifurquer à gauche. Elle appela Ryan. « Il faut qu'on fasse quelque chose, cette sensation de danger, elle ne me quitte plus. Et Max le sent aussi, il est en alerte constante. » Ryan tenta de la calmer. « Carter m'a dit qu'il avait eu le feu vert du juge pour perquisitionner les biens de Dalton. Il nous a juste demandé un peu de patience. » Mais Caroline n'était plus d'humeur à attendre. Le regard qu'elle lança à Max en rentrant à la maison n'était plus teinté de peur ni de doute. C'était un regard de reconnaissance, d'alliance. Dans les jours qui suivirent, les souvenirs de Sophie continuèrent à émerger par fragments, toujours à travers Max.
Chaque fois qu'elle le touchait, qu'elle jouait avec lui, qu'elle posait la tête contre lui, une image revenait comme tirée d'un brouillard dense. Elle revit le parc avec ses parents, le jet d'eau où Max avait sauté sans prévenir. Elle se rappela la chanson que sa mère fredonnait en voiture, le parfum du shampoing qu'elle utilisait, et la voix de son père, chaleureuse, rassurante. Une nuit, alors que Caroline l'abordait, Sophie murmura « Max a essayé de m'ouvrir la porte après l'accident. Il grattait, il poussait avec son nez. Et il pleurait, fort. Puis, il m'a tiré dehors. » Caroline, bouleversée, lui demanda « Et après ? Il m'a porté, et il m'a caché dans les arbres. » Elle ferma les yeux. « Je me suis endormie. Il me léchait le front. » Cette image transperça Caroline. Max n'avait pas seulement survécu, il avait sauvé sa nièce. Il l'avait protégée, cachée, réchauffée. Il avait attendu de s'assurer qu'elle était en sécurité avant de s'effondrer lui-même. Le lendemain, Caroline alla le trouver dans le jardin. Il dormait paisiblement sous le porche. Elle s'agenouilla, le réveilla doucement et l'enlaça. Pas un mot. Juste ses bras autour de lui. Il ferma les yeux, s'abandonnant à cette étreinte qu'il avait tant méritée. Mais l'accalmie fut de courte durée. 3 jours plus tard, Elijah Carter entra en trompe dans leur salon. Il était pâle, visiblement troublé. On a trouvé des fichiers cryptés dans un ancien serveur lié à Crestmont Capital. Dalton les a tentés de les effacer à distance, mais on a réussi à intercepter une partie des métadonnées. « Et ?» demanda Ryan. Carter prit une profonde inspiration. Il a versé de l'argent à un homme, un ancien militaire, reconverti en agent de sécurité privée. C'est lui qui aurait modifié le système de freinage de la voiture de Nathan. C'était un tueur à gages, un professionnel. Il est aujourd'hui introuvable. Caroline s'effondra dans le canapé. « Vous êtes en train de nous dire que ma sœur et son mari ont été assassinés pour avoir voulu dénoncer une fraude financière ?» Carter acquiesça, la gorge nouée. « Oui, et que leur fille a été laissée pour morte. » Il ajouta à voix basse « Dalton ne reculera devant rien. Il sait que Sophie pourrait bientôt témoigner. Il sait que Max pourrait désigner sa présence. » Ryan se redressa d'un coup. « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Carter hésita, puis déclara « On doit la mettre sous protection, tous les deux, Sophie et Max. » Mais Caroline se leva, déterminée. Non, pas fuir, pas se cacher. Elle regarda Max, puis Sophie. « On va l'affronter. » Carter prit quelques secondes, puis sortit un document de sa veste. « Il y a une audience demain matin. Le juge accepte de rouvrir officiellement le dossier Weston. Il veut entendre votre témoignage, et celui de Sophie, si elle est capable. » Ryan fronça les sourcils. « Et Dalton ? Il ne sait pas encore, mais il sent que le filet se resserre. » Ce soir-là, Caroline, Ryan et Madison restèrent tuetards à la cuisine, tandis que Max dormait sous la table et que Sophie dessinait tranquillement sur le carrelage. Le dessin montrait une maison, un soleil, une petite fille et un chien. Et derrière eux, dans l'ombre, une silhouette sombre, à peine esquissée. « Elle se souvient ?» dit Madison, pas seulement avec sa tête, avec son cœur, puis regardant Max, et lui aussi. Le matin de l'audience, le ciel était d'un gris menaçant, chargé de cette lourdeur que l'on ressent juste avant un orage. Caroline sentit une boule dans sa gorge en habillant Sophie. Elle l'avait choisi une robe simple, bleu clair, celle que Jennifer lui avait offerte à son dernier anniversaire. Sophie n'avait pas protesté. Elle se laissait faire, silencieuse, mais présente. Et Max, lui, ne quittait pas le seuil de la porte d'entrée, comme s'il avait déjà compris que cette journée allait être cruciale. En entrant dans le tribunal du comté de Briarwood, Caroline sentit le poids du regard des autres. L'air avait un goût métallique, saturé d'attente. Elijah Carter marchait juste derrière eux, les documents en main, droit comme une lame. Ryan portait Sophie dans ses bras. Max marchait au pas, en laisse mais tendu. Dalton arrive quelques minutes plus tard, tiré à 4 épingles, son avocat à ses côtés. Il jeta un bref coup d'œil à la petite fille, puis à Max, et ce dernier répondit d'un grognement sourd. Pas un aboiement, juste un grondement profond, guttural, un avertissement. Dalton détourna le regard. L'audience commença dans la salle B du tribunal avec le juge Harold McIntyre, un homme austère connu pour son impartialité et sa mémoire acérée. Caroline prit la parole en première, exposant les faits. L'apparition de Max, la clé USB déterrée, les souvenirs de Sophie qui refaisaient surface. Elle parla d'une voix ferme, sans se laisser submerger. « Il ne s'agit pas seulement de la mort de ma sœur, monsieur le juge. Il s'agit d'une enfant qui a été prise pour cible et laissée à mourir. Et du seul être au monde qui l'ait protégée jusqu'au bout, ce chien. » Carter présenta ensuite les preuves techniques, les documents cryptés,
les virements bancaires liés à Dalton, la vidéo de Nathan. L'ambiance dans la salle se glaça. Puis vint le moment redouté. Le juge demanda à entendre Sophie. Ryan se leva, tenant sa fille dans les bras. Elle tenait fermement la peluche éléphant d'une main et l'autre s'agrippait au col de son oncle. Max suivit, posant son museau contre le bras de la petite comme pour lui insuffler du courage. Le juge descendit de son estrade pour s'agenouiller devant la fillette. Il parlait d'une voix douce, rassurante. « Bonjour Sophie, tu es très courageuse d'être venue ici aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire ce que tu te rappelles ?» Sophie leva les yeux vers lui, puis vers Max. « Il était là, dit-elle. Quand la voiture est tombée, il a aboyé fort. Maman m'a dit de ne pas bouger. Mais la voiture derrière nous, elle a poussé. » Un frisson parcourut la salle. « Et après ?» demanda doucement le juge. « Max m'a sorti. Il m'a porté, il a léché ma joue. » Caroline sentit les larmes lui monter aux yeux. Mais Sophie continua. « Et l'homme, il était en costume. Il était venu, il m'a vu, il a regardé Max. Et il est parti. Tu te rappelles son visage ?» demanda le juge, très doucement. Elle acquiesça. Puis elle leva le doigt et pointa Gregory Dalton. C'était lui. Le silence qui suivit fut total. L'avocat de Dalton tenta d'intervenir, mais le juge l'interrompit d'un geste sec. « Ça suffit. Je rends cette déclaration officielle. L'enquête sera rouverte et une mise en accusation sera transmise au procureur du comté. » Dalton perdit ses couleurs. Son regard fuyant glissa sur Sophie, puis sur Max. Le chien se leva d'un bond. Son regard planté dans celui de Dalton était glaçant. Ce n'était plus de l'alerte, c'était une promesse. À la sortie du tribunal, les journalistes s'étaient amassés, flairant le scandale judiciaire imminent. Carter fit écran pour protéger Caroline et Sophie. Max ne grogna pas. Il avançait droit, comme s'il connaissait sa mission et savait qu'elle n'était pas encore terminée. Dans la voiture du retour, Sophie s'endormit presque instantanément contre Max. Ryan, au volant, jetait des regards inquiets dans le rétroviseur. « On ne peut pas le laisser libre », dit-il à Caroline. « Pas tant que l'enquête n'est pas bouclée, il pourrait faire quelque chose ?» « Il a déjà fait quelque chose ?» répondit Caroline en posant la main sur la tête de Max. « Il a sauvé notre famille. Maintenant, c'est à nous de faire le reste. » Mais ils ignoraient que Dalton n'avait pas dit son dernier mot. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les collines de Briarwood, un feu se déclara dans un entrepôt abandonné à la sortie de la ville. À l'intérieur, on découvrit des dossiers carbonisés, un ordinateur fondu et des traces d'accélérant. Un témoin affirma avoir vu une Mercedes noire s'éloigner des lieux quelques minutes avant l'arrivée des pompiers. Elijah Carter reçut l'appel alors qu'il consultait les documents de la clé USB avec un expert du FBI. Il raccrocha l'air blême. Il est en train de tout effacer. L'entrepôt n'était que cendres fumantes lorsque Carter arriva sur les lieux. Il y avait cette odeur âcre dans l'air, une puanteur de plastique fondu et de secrets calcinés. Il passa le ruban de sécurité, salua les pompiers et s'agenouilla devant une carcasse noircie d'ordinateur. « Ce n'est pas un simple incendie », lui confirma l'inspecteur technique des pompiers. « C'est un effacement, calculé, dirigé. » Mais Carter avait vu ce genre de tentative avant. Et il savait que parfois, ce que les criminels pensaient détruire ne faisait que les condamner plus clairement encore. Pendant ce temps, à la maison, Ryan montait la garde. Il avait renforcé toutes les serrures, installé une caméra supplémentaire près de l'arrière-cour. Caroline dormait peu. Elle se réveillait en sursaut à chaque bruit, chaque craquement dans la nuit. Et Max, fidèle comme une ombre, patrouillait. Il ne dormait presque plus. Même allongé, il gardait une oreille tournée vers la porte d'entrée. Il ne quittait Sophie que lorsqu'elle dormait à pointe fermée. Et même là, il restait couché juste sous son lit. Ce fut au 3e soir que les choses dégénérèrent. Il était un peu plus de minuit. Caroline s'était levée pour boire un verre d'eau. En descendant les escaliers, elle aperçut la lumière du porche clignoter, brièvement, comme une panne électrique. Et puis Max aboya, fort alerte. Caroline accourut à la fenêtre. Une silhouette venait de franchir la clôture arrière. Grande, rapide, un homme. Il s'avançait, capuche relevée, un objet brillant à la main. Elle cria. Ryan surgit, attrapa la batte de baseball près de la cheminée. Caroline saisit son téléphone tremblante et appela immédiatement Carter. Max s'élança. Le chien bondit à travers la porte à peine entr'ouverte, comme une flèche vivante. Il fonça droit sur l'intrus qui tenta de reculer, mais trop tard. Max se jeta sur lui, le plaqua au sol. L'homme hurla de surprise, un hurlement brutal, bestial. Caroline, terrifiée, vit les deux silhouettes s'agiter dans l'herbe. L'homme tenta de frapper Max avec ce qui semblait être un taser.
Une étincelle jaillit, puis un grognement féroce. Max ne lâchait pas. Ryan arriva juste après, fonça vers eux, mais l'intrus réussit à se dégager, laissant une décharge électrique heurter Max qui recula en couinant de douleur. L'homme disparut dans les bois, boitant, et des aboiements résonnèrent dans la nuit comme une alarme lancée à la lune. Quand Carter arriva 10 minutes plus tard, Max gisait sur le porche, respirant difficilement. Mais il était vivant, et il tenait encore dans sa gueule un morceau de la manche du manteau de l'agresseur. Carter l'observa en silence, les lèvres pincées. « Il a tenté de l'enlever », murmura Caroline, « ou de la tuer. Ce n'était pas un simple avertissement », confirma l'inspecteur. « C'était une opération. Un nettoyage. » Il jeta un coup d'œil au morceau de tissu. Une couture intérieure portait une étiquette d'un tailleur de Denver spécialisé dans les costumes sur mesure. Ce genre d'indice que Dalton pensait probablement avoir effacé à jamais. Le lendemain, Max fut conduit chez la vétérinaire. Une brûlure nette au flanc, juste sous les côtes, là où le taser avait touché. Rien de vital, heureusement, mais une douleur vive et persistante. Sophie, en le voyant revenir, se mit à pleurer. Elle n'avait pas pleuré depuis le jour de l'accident. Mais cette fois, c'était des larmes conscientes, des larmes d'enfant. Elle s'approcha lentement, caressa Max et murmura « Tu ne dois plus partir, jamais ». Et Max, malgré la douleur, leva les yeux vers elle. Il lui lécha doucement la main comme pour dire « Je suis là, et je resterai ». Carter, de son côté, s'activait. Il remit aux autorités fédérales le fragment du costume, la photo de surveillance de la voiture noire près de l'entrepôt, les preuves du virement bancaire vers un certain Travis Kincaid, l'homme de main engagé par Dalton, désormais officiellement recherché pour tentative de meurtre. Mais Carter savait aussi que Dalton, grâce à ses avocats, allait tout faire pour gagner du temps, et que chaque jour qui passait était une menace supplémentaire pour la petite fille et pour Max. Alors, il décida d'agir plus vite. Avec Caroline, Ryan, Madison et le soutien discret d'un agent fédéral, ils organisèrent une conférence de presse. Pas de mots grandiloquents, juste un appel à la vérité. Une photo de Sophie tenant Max dans ses bras, une voix calme de Caroline expliquant ce qui s'était passé. Les chaînes locales relayèrent l'événement, puis les nationales, et bientôt les réseaux sociaux s'enflammèrent. L'histoire du chien qui avait sauvé une fillette, reconnu un meurtrier et bravé une agression en pleine nuit faisait le tour du pays. Max devint un symbole, un protecteur silencieux, un héros à 4 pattes. Et Dalton, pour la première fois, ne contrôlait plus la narration. Dans les jours qui suivirent la conférence de presse, la maison de Caroline fut assiégée de lettres, de dessins d'enfants, de messages de soutien venus de tout le pays. Des vétérans, des mères, des familles marquées par le deuil ou le courage d'un chien. Tous voulaient exprimer leur admiration pour Max et leur compassion pour Sophie. Mais au-delà des éloges, cette médiatisation soudaine eut un effet bien plus décisif. Elle força les autorités à accélérer. Un mandat d'arrêt fédéral fut officiellement émis contre Gregory Dalton. Le procureur du comté de Clearwater annonça publiquement l'ouverture d'une procédure pour homicide volontaire, association de malfaiteurs, tentative d'assassinat et entrave à la justice. Une inculpation sans précédent pour un ancien gestionnaire de fonds réputé. Et cette fois, ses avocats ne purent rien faire pour freiner la machine. Carter reçut l'appel à l'aube. Dalton avait été interpellé à la sortie d'un parking souterrain dans le quartier financier de Denver. Il portait sur lui une enveloppe contenant 10 000 $ en liquide et un billet d'avion pour le Belize. Fuite avortée. Caroline, en apprenant la nouvelle, s'effondra dans les bras de Ryan. Elle n'avait même pas besoin de dire un mot. Max, de son côté, restait couché dans le salon, la blessure presque refermée, mais l'attitude toujours vigilante. Il savait que quelque chose avait changé, mais il restait encore en veille. Carter se présenta chez eux dans l'après-midi, l'air fatigué mais enfin soulagé. Il avait un sac en toile sous le bras. « J'ai pensé que Sophie pourrait vouloir ça », dit-il en tendant l'objet. À l'intérieur, un carnet bleu, usé, au coin corné, celui de Nathan Weston. Son journal, sauvé de l'incendie par un technicien des services fédéraux, retrouvé au fond d'une boîte métallique dans une armoire secondaire de l'entrepôt. Il avait survécu au feu. Caroline feuilleta les pages. L'écriture de son beau-frère y était intacte, vive, pleine d'amour pour sa fille et de peur grandissante pour ce qu'il avait découvert chez Crestmont. Il avait tout noté, les dates, les virements, les noms, et entre 2 pages, un petit dessin de Sophie réalisé de sa main. Elle l'apporta à la petite, qui resta silencieuse un instant en observant le carnet. Puis elle s'assit par terre, Max contre elle, et lut à voix basse les mots de son père. Elle ne comprenait pas tout, mais elle sentait.
Elle savait que cette écriture était une promesse. Quelques jours plus tard, au palais de justice, Gregory Dalton fut officiellement présenté devant un grand jury. Son visage n'était plus aussi assuré. Il semblait usé, cerné, pris dans une réalité qu'il ne pouvait plus manipuler. Carter et Caroline étaient de présent. Max n'avait pas été autorisé à entrer dans la salle, mais il attendait dehors, calme, silencieux, assis comme une statue de pierre entourée de curieux et de journalistes. À l'intérieur, l'accusation lut la liste des charges. 27 au total. Chacune d'elles comme une cloche que l'on fait sonner dans un silence de cathédrale. Dalton plaida non coupable, mais le regard qu'il lança à Caroline à la sortie de la salle était celui d'un homme vaincu. « Il sait, » dit Carter en montant dans la voiture, « il sait qu'il a perdu. » Mais pour Caroline, la victoire était ailleurs, dans le fait de pouvoir se réveiller sans peur, de voir Sophie dormir profondément, sans cauchemar, et de sentir Max se détendre peu à peu, respirer plus librement, s'étirer à nouveau sans sursauter. Dans les jours suivants, Max reprit ses habitudes. Il recommença à courir dans le jardin, à jouer avec la balle bleue que Sophie lui lançait, à s'endormir au soleil, la tête posée sur le paillasson de la porte arrière. Un comportement banal en apparence, mais profondément symbolique. Il acceptait enfin le repos. Un samedi matin, alors que Caroline préparait des pancakes, Sophie entra dans la cuisine, un grand sourire aux lèvres. « J'ai rêvé de papa !» Il riait. Il me disait que Max avait bien fait. Caroline se retourna, émue, les yeux brillants. « Je crois qu'il a raison, ma chérie. Max a fait plus que bien, il t'a gardé en vie. » Et Max, comme s'il avait compris, remua doucement la queue avant de s'allonger près du fourneau. Le printemps commençait à fleurir sur Briarwood, apportant avec lui une lumière douce et un sentiment de renouveau qui flottait dans l'air comme un espoir discret. Dans le jardin, Sophie riait de nouveau, pas seulement ses rires timides, teintés de fragilité, mais un vrai rire, franc, lumineux, celui d'une enfant qui retrouve peu à peu sa place dans le monde. Max courait à ses côtés, plus vif que jamais, malgré sa cicatrice encore visible sous son pelage. Il ne boitait plus, il galopait librement, comme s'il sentait que sa mission touchait à sa fin, et qu'il avait désormais le droit d'être simplement un chien heureux. Caroline observait cette scène depuis la terrasse, un café entre les mains, Madison assise à ses côtés. Les deux femmes ne parlaient pas beaucoup, mais dans leurs regards passait une compréhension silencieuse. Ce qu'elles avaient traversé ensemble, ce que Max avait rendu possible, était plus fort que les mots. Le procès de Dalton était prévu pour l'été. En attendant, il avait été transféré dans une prison fédérale sous haute surveillance. Il ne faisait plus la une des journaux, remplacé par d'autres scandales, d'autres figures tombées de leur piédestal. Mais pour Caroline, pour Sophie, pour Max, l'histoire ne s'éteignait pas. Elle se transformait. Un jour, Sophie apporta à sa tante un dessin. Il représentait une grande maison, un jardin, Max couché près d'un arbre, et au-dessus, dans un coin du ciel, deux silhouettes aux ailes dorées. « C'est maman et papa », dit-elle simplement. Caroline sentit son cœur se serrer, mais elle sourit. Ce n'était pas une tristesse lourde. C'était une mélancolie douce, traversée d'amour. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu vint sceller ce que tous ressentaient déjà. L'administration municipale de Briarwood annonça que Max recevrait une médaille d'honneur pour bravoure exceptionnelle lors d'une cérémonie officielle rendant hommage aux animaux ayant sauvé des vies humaines. Une première pour la ville. Caroline hésita au départ. Elle ne voulait pas de projecteur ni de caméra braquée sur Sophie. Mais Ryan l'encouragea doucement. « Ce n'est pas pour les autres, dit-il, c'est pour elle, pour qu'elle sache que son histoire compte. » Le jour de la cérémonie, le petit théâtre municipal fut rempli. La foule se leva à l'entrée de Sophie et de Max, qui portaient un collier sobrement orné d'un ruban bleu. Le maire, un homme rond au sourire sincère, lut un discours émouvant retraçant le parcours du chien, son rôle dans l'affaire Dalton, et la manière dont il avait protégé une enfant, seule contre tout. Sophie resta près de Max tout du long. Quand le moment vint de lui remettre la médaille, elle la prit dans ses petites mains et l'accrocha à son collier. Puis elle se pencha et dit à voix basse que le micro capta malgré elle « Merci d'être revenu me chercher ». L'assemblée entière se figea. Certains avaient les larmes aux yeux. Max, lui, leva simplement les yeux vers elle puis vers la foule et aboya une seule fois comme un point final lancé au silence. Cette soirée-là, dans la chaleur tranquille du salon, alors que le crépuscule tombait doucement sur la ville, Caroline rassembla quelques objets dans une boîte en bois. Le carnet de Nathan, la peluche éléphant de Sophie, un collier usé et la médaille. Elle y ajouta un mot
qu'elle écrivit lentement, posément, à celle qui saura un jour pourquoi tout cela était précieux. Elle rangea la boîte dans une armoire, puis se tourna vers Max, couché devant la cheminée. « Tu sais, dit-elle doucement, je pense que tu es arrivé juste au bon moment. Mais maintenant, tu peux rester pour toi. » Et pour la première fois, Max s'endormit profondément, sans alerte, sans sursaut. Un sommeil de chien, un vrai. Le sommeil de celui qui a accompli l'impossible. Les saisons passèrent doucement sur Briarwood. Le procès de Gregory Dalton s'ouvrit en juillet et dura 6 semaines. L'épreuve était accablante. L'implication dans la mort de Nathan et Jennifer Weston, la tentative d'enlèvement de Sophie, l'agression contre Max, les comptes offshore, les transferts cryptés, tout fut étalé au grand jour. Il fut reconnu coupable sur l'ensemble des charges. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Une fin sans gloire pour un homme qui avait tout bâti sur le pouvoir et la peur. Mais pour Caroline, ce n'était pas une victoire, c'était un soulagement, une page enfin tournée même si les cicatrices restaient là. Ryan, quant à lui, s'était installé pour de bon à Briarwood. Il avait trouvé un poste dans une petite école locale et s'était engagé dans une association pour les enfants ayant vécu des traumatismes. Il disait souvent « Ce n'est pas parce qu'on survit à l'obscurité qu'on sait marcher dans la lumière. Il faut réapprendre. » Et Sophie, grâce à lui, grâce à Caroline, à Madison, à Max, avait appris. L'été suivant, un événement inattendu bouleversa à nouveau leur quotidien, cette fois pour le meilleur. Une lettre arriva, envoyée par une fondation canine nationale. Ils avaient entendu parler de Max et de son histoire. Ils proposaient de le faire officiellement reconnaître comme chien de soutien psychologique pour enfants victimes de traumatisme. Pas pour travailler, pas pour l'exploiter, juste pour qu'il puisse accompagner Sophie lors de sessions avec d'autres enfants, leur servir de repère, de lien, de réconfort. Caroline hésita d'abord. Max n'était pas un outil, c'était un membre de la famille. Mais c'est Sophie qui insista. « Il m'a aidé. Il peut aider d'autres enfants, dit-elle du haut de ses 8 ans, avec une maturité qui surprit tout le monde. » Alors ils acceptèrent, et Max devint peu à peu un compagnon silencieux pour d'autres enfants comme Sophie. Il se couchait près d'eux pendant les thérapies, posait sa tête sur leurs genoux. Il ne parlait pas, mais il écoutait. Il ne guérissait pas, mais il apaisait. Et quand il rentrait à la maison, il redevait le chien de Sophie. Il passait des heures dans les bois, à construire des cabanes, à observer les nuages, à raconter des histoires inventées. Max la suivait partout, son ombre fidèle, son frère d'âme. Rien ne semblait plus pouvoir les séparer. Un jour, alors qu'ils campaient tous dans le jardin par une nuit étoilée, Sophie regarda Caroline et lui demanda « Tu crois qu'il rêve parfois ?» Caroline sourit. « Je pense qu'il rêve souvent. »« Et il rêve de quoi ?» Elle réfléchit. Puis répondit « Peut-être qu'il rêve de toi, petite, quand tu étais en danger, et de ce jour où il t'a retrouvée, où il t'a protégée. Je crois que c'est son souvenir préféré. » Sophie resta silencieuse un moment, la main posée sur le flanc de Max. Puis elle murmura « C'est aussi le mien. » Les années passèrent, et même si les souvenirs douloureux restaient nichés au fond des cœurs, ils avaient été transformés, apaisés, sublimés, par l'amour, le courage et la fidélité d'un chien extraordinaire. Quand Sophie eut 13 ans, elle écrivit une nouvelle. C'était l'histoire d'une petite fille perdue dans la forêt, poursuivie par l'ombre d'un monstre. Elle était seule, effrayée, incapable de parler, jusqu'à ce qu'un loup blanc apparaisse. Il ne parlait pas non plus, mais il restait près d'elle. Il l'aidait à marcher, à se relever, à guérir, et ensemble, ils sortaient du noir. Elle intitula son texte « Max, le gardien silencieux ». Ce fut la première fois qu'elle partagea son histoire à l'école, et elle découvrit ce que Max lui avait appris sans un mot. Le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, il est un bouclier, parfois, il est une lumière. Et quand Max, quelques années plus tard, s'endormit paisiblement une dernière fois, à l'âge honorable de 14 ans, ce fut Sophie qui le tint dans ses bras. Pas comme une enfant effrayée, mais comme une jeune fille devenue forte. Grâce à lui, elle ne pleura pas tout de suite. Elle caressa simplement sa tête et lui murmura « Tu m'as rendue entière. Tu peux dormir maintenant. Je suis là. » Ils enterrèrent d'eau Max sous le grand chêne du jardin, là où il aimait s'allonger. Caroline planta un petit rosier à côté et Ryan grava une pierre simple. Max, le chien qui se souvient, le chien qui sauve, le chien qui aime. Et chaque année, le 14 avril, ils s'assirent là tous ensemble. Sophie lit quelques lignes de son livre, puis elle lève les yeux au ciel et sourit. Parce que certaines histoires ne s'oublient jamais. Parce que certains héros n'ont pas besoin de parler pour être entendus.
Et parce que parfois, le plus grand amour, c'est celui qui veille en silence.